Alors, dans ce chapitre 3, je vais voir le régime des aménagements. L'article L421-2 du Code de l'urbanisme annonce que les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'État devront être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. Mais un décret en Conseil d'État déterminera la liste des aménagements qui, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Article 421-4. Donc, section 1, la définition du lotissement. La première réglementation du lotissement, je l'avais vu en introduction, date de 1919. Vous savez, il y avait un exode rural, les gens se précipitaient vers les villes et des propriétaires indélicats vendaient des terrains pour accueillir ces nouveaux venus sans se préoccuper de la desserte par les réseaux, par la voirie. Et donc, ça posait à la fois des problèmes d'urbanisme et des problèmes de santé publique, parce que si des gens s'agglutinent sans qu'il y ait les réseaux qui vont avec, qui sont susceptibles d'accueillir cette population nouvelle, eh bien, il va y avoir des problèmes de santé. Et donc, une loi de 1919 avait soumis à autorisation la division de terrain en vue de construire. Auparavant, ce n'était pas réglementé parce que cette condition était considérée comme étant une atteinte au droit de propriété. Soumettre la division d'un terrain à une autorisation administrative, c'était une atteinte au droit de propriété. L'article L442-1 du Code de l'urbanisme définit le lotissement. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Donc on divise en vue de bâtir. Un décret en Conseil d'État énumérera les divisions en vue de construire qui répondent à cette définition, mais qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre réglementation, autre procédure, ne sont pas constitutifs d'un lotissement, au sens de cet article L442-1. Donc, vous voyez, l'article L442-1 donne une assez longue, large définition large. Le lotissement, c'est une division de propriété en vue de construire, mais le législateur ajoute aussitôt qu'il y a des divisions en vue de construire qui font l'objet d'une procédure particulière, et donc elles ne seront pas soumises à la procédure de lotissement. Un avertissement également, une autre définition du lotissement a été en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012. Elle résultait d'une ordonnance du 8 décembre 2005, donc pendant 5 ans. Je vous le dis parce que si vous faites une recherche de jurisprudence sur la définition du lotissement, vous pouvez tomber sur des arrêts rendus dans cette période ou après, qui en fait appliquent la définition qui n'a prévalu que pendant 5 ans. Voilà quelle était la définition. Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet, ou qui sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. Donc c'était toujours une division en vue de construire, mais vous voyez ici, il y avait une période de 10 ans. C'est dans la limite de 10 ans. Alors, je vous disais, l'article 442-1-1 précise qu'un décret en Conseil d'État va donner la liste des divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutifs d'un lotissement. Le décret annoncé a été codifié à l'article R442-1. Cet article nous dit que ne sont pas constitutifs de lotissement un certain nombre de divisions, par exemple, donc elles ne sont pas soumises à permis d'aménager ou à déclaration préalable, les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle. Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine. J'ai vu ça plus haut. Il se peut que pour réaménager un quartier, le préfet constitue une association foncière urbaine et il va falloir, dans le cadre des travaux, répartir, comme dans un remembrement rural, les propriétés. On met toutes les propriétés en commun et puis après, on rend l'équivalent aux différents propriétaires, mais avec une division qui peut être différente. Eh bien, c'est soumis au régime
de cette procédure de remembrement urbain, et non, donc c'est une procédure de contrôle qui dispense du permis de lotissement. Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté. Oui, parce qu'il y a des règles propres à la ZAC qui vont opérer cette division. Pas la peine de surréglementer et de prévoir également un permis d'aménager ou une déclaration préalable. Les divisions de terrain effectuées conformément à un permis de construire. C'est un problème que je comptais voir, mais que je peux voir dès maintenant. Il est assez fréquent que, notamment dans le périurbain, qu'une personne est propriétaire d'une maison et qui est sur un terrain de 3000 m². Et donc la personne, devant l'afflux de la population et donc la possibilité de vendre le terrain à bon prix, divise son terrain de 3000 m², garde la maison et crée un lot en vue de construire. A priori, ça répond à la définition du lotissement qui est à l'article L442-1. Mais la Cour administrative d'appel de Nantes avait répondu que dans une telle hypothèse, je suis propriétaire d'une maison avec un terrain de 4000 m², je divise, je retranche 2000 m² en vue de le vendre au prix de terrain à bâtir, n'était pas un lotissement. Selon la Cour, il n'y avait pas lotissement si le propriétaire conserve le jardin et vend la maison qui n'a pas vocation à être démolie. Donc ça, c'était l'inverse. La personne garde la maison et puis garde le jardin et vend la maison. Mais dans l'inverse, je suis propriétaire d'une maison, je garde la maison et je vends le terrain en vue de construire. Alors, l'article L442-2 apporte une réponse puisqu'il est dit que lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement, dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division. Donc, j'achète le terrain de 2000 m² qu'un propriétaire vend par division de son terrain et conserve la maison. Je demande ensuite un permis de construire pour construire ma maison. Eh bien, je précise que le terrain est issu d'une division et ça vaudra donc déclaration préalable. Autre opération de division qui n'est pas soumise au permis d'aménager, les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation. Bah oui, une collectivité publique exproprie un terrain, ce qui fait que le propriétaire qui n'est pas exproprié totalement en garde une partie, donc il va y avoir division du terrain, eh bien, cette division est soumise aux règles de l'expropriation. Le régime de l'expropriation assure un contrôle et donc une protection. Alors, autre précision qui a été apportée par le Conseil d'État dans un arrêt du 13 juin 2022, numéro 452 457, mentionné dans les tables du recueil Lebon, pour qu'une division de parcelles soit qualifiée de lotissement, il faut que le propriétaire non seulement divise, mais vende son lot. Dans cette affaire, un propriétaire a adressé au maire de Bormes-les-Mimosas, c'est dans le Var, une déclaration préalable de division d'une parcelle en 2 lots, en vue de construire sur l'un d'eux, l'autre supportant déjà une villa. Par un arrêté de 2015, le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Et puis ensuite, en 2016, le maire a délivré un permis de construire une maison et une piscine après démolition d'un studio. Un voisin attaque le permis, soutenant que le projet est contraire au PLU adopté en 2015. Le constructeur soutient que le PLU n'est pas applicable à son projet parce que je verrai tout à l'heure, je crois que c'est l'article L442-5, qui garantit la stabilité des règles d'urbanisme à celui qui demande un permis de construire s'il le demande dans un lotissement dans les 5 ans à compter du jour où a été délivré le permis de lotir, le permis d'aménager. Vous avez la garantie quand vous construisez dans un lotissement que pendant 5 ans à compter de la délivrance du permis d'aménager, les règles d'urbanisme qui s'appliquent, c'est celles qui étaient en vigueur au moment de la délivrance du permis d'aménager. Donc si un PLU est intervenu l'année suivante, il ne vous est pas applicable. Et donc, le propriétaire ici disait, moi, ben, je demande, j'ai divisé le terrain, c'est un lotissement. Donc, mon voisin me dit que mon projet de villa, etc., de construction est contraire au PLU de 2015. Mais moi, je soutiens que dans cette période de 5 ans à compter du jour où le maire m'a autorisé à diviser le terrain, c'est-à-dire le lotissement, les règles d'urbanisme nouvelles ne s'appliquent pas. Et le Conseil d'État rejette cet argument parce que
Pour qu'il y ait lotissement, il faut qu'il y ait division de terrain en vue de construire et que la division s'accompagne d'une cession de la propriété. Or ici, le propriétaire qui a divisé la parcelle a conservé le terrain issu de la division. Il n'y a pas eu donc de cession de propriété. Une précision qui a été apportée aussi à propos de ces divisions, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 août 2024, numéro 17 BX 03 536. Le règlement du PLU de Biarritz, Pyrénées-Atlantiques, prévoit dans une zone qu'il ne peut y avoir qu'une construction par unité foncière. Contrairement à ce qu'a pensé le maire, cette règle ne s'oppose pas à ce qu'un propriétaire divise sa parcelle et prévoit sur chaque nouvelle unité une construction. Vous voyez, il y a une unité. Le PLU dit une construction par unité. Mais si cette unité foncière est divisée en 5 unités, eh bien, toute nouvelle unité aura le droit de construire une maison. Alors, je vais passer sur ce point parce que ce serait un peu trop technique si c'est possible. Alors maintenant, section 2, nécessité d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable. Donc, un décret en Conseil d'État précise en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. Article L442-2. Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Vous voyez, c'est la même distinction pour les constructions. Les plus importantes font l'objet d'un permis de construire. Les moins importantes d'une déclaration préalable, c'est pareil pour les lotissements. L'article R421-19 du Code de l'urbanisme donne la liste des lotissements qui doivent faire l'objet d'un permis d'aménager. Ce sont les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots. Donc la réalisation du lotissement va nécessiter de construire des voies, des canalisations, des aires de jeu, etc. Il faut un permis d'aménager. Seconde hypothèse dans laquelle il faut un permis d'aménager, le projet de lotissement est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords d'un monument historique, dans un site classé ou en instance de classement. Là encore, c'est un souci de protection, donc le projet est soumis à la procédure la plus lourde, le permis d'aménager, parce qu'on est dans une zone qui mérite d'être protégée. Vous voyez, par exemple, Cour administrative d'appel, un exemple de la première hypothèse, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 janvier 2021, numéro 19 MA 01 946. Donc, dans cette affaire, il y a eu une division de terrain. C'est un terrain de 2300 mètres carrés qui a été divisé. Il y a une autre division qui intervient ensuite. Et le Conseil d'État, ou non, la Cour administrative d'appel, juge que il faut déposer une demande de permis d'aménager parce que les 3 lots qui vont être créés nécessitent la desserte par une voie commune. Donc, le permis d'aménager est nécessaire. Dans sa demande de permis d'aménager, le pétitionnaire, le lotisseur, comme on dit, va devoir donner un certain nombre d'informations. Elles figurent à l'article R441-1. La localisation et la superficie du terrain aménagé, la nature des travaux. La demande précise en outre le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. Il indique également, donc il dépose un projet de règlement, donc il y a des charges, et il doit également le dossier comporte un engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des colotis qui vont être chargés de gérer les espaces communs, les voies par exemple du lotissement, l'aire de jeu, les canalisations. Section 3, les documents du lotissement, le règlement et le cahier des charges. Le règlement et le cahier des charges du lotissement sont évoqués à l'article L442-9, mais sans que soit donnée une définition. Donc cet article dit il y a un règlement, il y a un cahier des charges,
mais il ne nous dit pas qui fait quoi. Voilà ce que dit cet article. Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges, s'il a été approuvé, ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges, s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si à cette date, le lotissement est couvert par un PLU. Parce que l'idée, vous voyez, d'ailleurs, j'ajoute, de même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU dès l'entrée en vigueur de la loi de 2014, la loi Allure, la loi Duflot. Parce que, vous comprenez, l'objectif de ces dispositions, c'est de faire en sorte qu'un jour, le plus rapidement possible, le lotissement rentre dans les règles applicables à toutes les constructions de la commune, le PLU. Puisque le règlement, voire le cahier des charges, ce sont des règles d'urbanisme qui normalement figurent dans le PLU. Alors la difficulté, c'est que le règlement du lotissement comporte des règles d'urbanisme qui normalement seraient dans le PLU, mais le cahier des charges comporte normalement des règles qui régissent les rapports entre les colotis, les différents propriétaires au sein du lotissement, mais comporte également des règles d'urbanisme qui devraient figurer dans le règlement d'urbanisme. Les règles qui régissent les relations entre colotis sont des règles contractuelles. Elles ne peuvent être modifiées que par l'unanimité des colotis, ce qui ne va pas être facile à obtenir. En revanche, le règlement, comme le cahier des charges dans sa partie réglementaire, eh bien, peut être modifié à la majorité qualifiée, et puis il devient caduc, comme je viens de le dire, et je vais le reprendre, si, dans les passé 10 ans, si la commune est couverte par un PLU. Donc, paragraphe premier, alors une précision d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 octobre 2018 sur QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que quand le maire examine une demande de permis de construire dans le lotissement, il doit s'assurer que les règles du lotissement sont respectées, notamment celles qui figurent dans le règlement. En revanche, il n'a pas à vérifier que les clauses purement contractuelles contenues dans le cahier des charges sont respectées par la demande de permis. Ce sont les clauses contractuelles règlent des rapports de droit privé. S'il y a un différend, c'est un différend qui relève non pas de la compétence du maire qui délivre les permis, mais du juge judiciaire. Je vais vous donner des exemples. Donc, paragraphe premier, caducité des règles d'urbanisme. Donc, il est indiqué, je vous l'ai dit à l'instant, que les règles qui sont contenues dans le règlement d'urbanisme et les règles, pas toutes, mais les règles et non pas les dispositions contractuelles qui sont dans le cahier des charges sont caduques, passé 10 ans, si à ce moment-là, la commune est couverte par un PLU. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2016, numéro 14-29519, avait considéré que, pour appliquer les règles d'un lotissement, que le lotissement ayant plus de 10 ans, les règles étaient devenues caduques en vertu de cet article L442-9. La Cour de cassation, c'est la Cour d'appel qui avait jugé ça, la Cour de cassation considère que la Cour d'appel a inexactement appliqué le droit parce que les règles du lotissement deviennent caduques passé 10 ans à compter de la délivrance du permis d'aménager, mais il y a une seconde condition, à condition qu'au moment de ces 10 ans, la commune est bien couverte par un PLU. Si elle ne l'est pas, eh bien les règles du PLU continuent des règles du lotissement continuent à s'appliquer. La Cour de cassation aurait dû relever que la commune était bien couverte par un PLU. Encore une fois, cette caducité n'affecte pas les clauses contractuelles du cahier des charges du lotissement. Les clauses d'urbanisme, les clauses réglementaires du cahier des charges deviennent caduques passé 10 ans si la commune est couverte par un PLU, mais les clauses purement contractuelles, elles, ne disparaissent pas. Ce cahier des charges peut être modifié par l'unanimité des colotis. Alors la difficulté, c'est que le Code de l'urbanisme ne distingue pas les clauses, les dispositions réglementaires figurant dans le règlement et éventuellement dans le cahier des charges, des clauses purement contractuelles. Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères dans le Code de l'urbanisme. C'est la jurisprudence qui, au fil des arrêts, dit « Ah, ça, c'est une clause réglementaire.
où ça, c'est une clause purement contractuelle. Par exemple, le Conseil d'État a considéré, c'est un avis du Conseil d'État du 24 juillet 2019, numéro 430 062, 362, mentionné dans les tables du recueil Le Bon, que le nombre maximal de lots dans un lotissement constitue une règle d'urbanisme. Par conséquent, elle est caduque passé 10 ans si la commune est couverte par un PLU. C'est assez normal, hein, puisque tout à l'heure, j'ai vu que celui qui demande un permis d'aménager pour réaliser un lotissement doit fournir certaines informations. Et parmi celles-ci, il y a le nombre maximal de lots. Donc, ça semble bien indiquer qu'il s'agit d'une règle d'urbanisme. Le colotis peut demander le respect du cahier des charges devant le juge judiciaire cette fois, et il peut demander son respect sans même avoir à invoquer un préjudice. Vous voyez, par exemple, Cour de cassation 9 mars 2017, numéro 16-13085, c'est un colotis qui demande au juge judiciaire d'ordonner la démolition de constructions qui ont été réalisées par un autre colotis, en violation du cahier des charges. Donc, assignation devant le juge judiciaire, et la Cour de cassation fait droit à cette demande. Par exemple, autre exemple, cassation troisième chambre civile, comme dans l'affaire précédente, 15 octobre 2016, numéro 15,23674, un colotis a construit une piscine alors que le cahier des charges du lotissement interdit la réalisation de piscine. Eh bien, un colotis peut demander la démolition de la piscine, c'est-à-dire le respect du cahier des charges, sans même d'ailleurs avoir démontré que cette construction lui cause un préjudice. Donc la règle qui interdit de construire des piscines, ce n'est pas une règle d'urbanisme, c'est une règle purement contractuelle. Autre exemple, l'article 671 du Code civil, relatif à la hauteur des plantations, à combien on doit planter de la limite de la propriété. Il ne faut pas que ça dépasse, ça doit être planté à 50 cm au moins, ça ne doit pas dépasser 2 mètres. Eh bien, ça, ce sont des règles supplétives dans le Code civil. Par conséquent, le cahier des charges du lotissement peut prévoir des règles différentes s'agissant des plantations. Les colotis peuvent demander la modification du règlement. Ou des clauses réglementaires du cahier des charges. En revanche, pour ce qui est des clauses purement contractuelles, ben, il faut unanimité. Donc, il est indiqué à l'article L442-10 que lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les 2 tiers au moins de la superficie d'un lotissement, ou les 2 tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé, ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges, s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme. Dans un arrêt du 1er juin 2022, numéro 443 808, mentionné dans les tables du Lebon, le Conseil d'État a précisé les modalités de calcul de la majorité qualifiée. Je ne vais pas entrer dans le détail, c'est assez technique, mais vous irez voir l'arrêt. Il y a également une règle, de stabilité des règles du lotissement. C'est l'article L442-14. Lorsque le lotissement j'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de la non-opposition ou de la délivrance du permis, et ce pendant 5 ans à compter de cette date. Parce que naturellement, celui qui veut réaliser un lotissement, c'est-à-dire diviser une propriété en vue de construire, doit demander un permis d'aménager, une déclaration préalable. Mais ensuite, ceux qui vont acheter des lots dans le lotissement devront bien sûr demander un permis de construire selon les règles que j'ai vues auparavant.
Et donc, ceux qui demandent un permis de construire ont la garantie de la stabilité des règles juridiques dans les 5 ans à compter de la délivrance du permis d'aménager. Le permis d'aménager est délivré en 2020 jusqu'en 2025. Celui qui demande un permis de construire dans le lotissement a la garantie que s'applique le PLU qui a été adopté en 1998, par exemple, et non pas celui qui a été adopté dans la période de 5 ans, c'est-à-dire par exemple en 2022. Alors, ça peut poser des problèmes, ça, lorsqu'il y a annulation du PLU. La personne dit, voilà, moi j'ai obtenu un permis d'aménager. Quand je l'ai obtenu, le PLU en vigueur était celui de 2022, et le juge administratif annule ce permis de 2022, ce PLU de 2022. Quel est le document applicable? Alors, la loi de 2018, la loi Elan, a apporté une petite garantie, c'est qu'il est indiqué, c'est à l'article L442-14, que l'annulation totale ou partielle ou la déclaration d'illégalité d'un SCOT, d'un PLU, d'un document d'urbanisme en tenant lieu d'une carte communale, pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement, ne fait pas obstacle pour l'application de la règle de stabilité des règles pendant 5 ans, au maintien de l'application de ces règles, au vu desquelles le permis avait été accordé, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition prise. Donc, il résulte de cette disposition qui a été introduite dans le Code par la loi Elan que désormais, l'annulation du PLU dans les 5 ans suivant l'achèvement d'un lotissement ne fait pas obstacle à ce que la demande de permis de construire soit examinée au vu des règles d'urbanisme contenues dans le PLU annulé, si ces règles annulées sont étrangères aux règles qu'il va falloir appliquer pour la construction dans le lotissement. Stabilité des règles, cela étant, comme souvent, hein, le maire peut néanmoins refuser un permis de construire dans le lotissement si des motifs de sécurité l'exigent. Exemple, le cours administratif d'appel de Marseille, 3 février 2022, numéro 19 MA 040 44 044 07. Celui qui demande un permis de construire dans un lotissement a la garantie de stabilité des règles, celle qui existait au moment où le permis d'aménager était délivré, et ce pendant 5 ans. Cela étant, le maire peut toujours refuser le permis pour un impératif de sécurité publique, un risque d'inondation qui s'est révélé, et dire, ah bah non, vous n'avez pas... Oui, c'était constructible, mais là, je vous délivre un permis parce que je refuse de vous délivrer un permis parce qu'il apparaît que ce terrain ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Paragraphe 2, le sort des voies et équipements communs. Je vous disais, dans un lotissement, fréquemment, il va falloir réaliser des équipements communs, des voies publiques, des voies pour circuler, canalisation, espace de vie, aires de jeu, etc., pour les enfants. Et à l'origine, les voies, sauf disposition contraire, appartiennent au colotis de façon indivise. Et c'est une association syndicale de propriétaires qui gère ces voies et équipements communs. Alors, avec le temps qui passe, les propriétaires peuvent avoir la volonté de transférer ces voies à la commune. Parce que les voies se dégradent, il va falloir entreprendre des travaux. C'est donc l'association syndicale, c'est-à-dire les colotis qui vont devoir payer. Et donc, ils peuvent avoir l'envie que la dépense soit prise en charge par la commune, ce qui sera le cas si la voie devient communale. Ajoutons à cela que quand la voie est ouverte à la circulation de tous, les colotis peuvent dire cette voie, même si elle ne mène que dans le lotissement, cette voie est utilisée par tous, il n'y a plus de raison que nous soyons les seuls, nous les colotis, à les prendre en charge. C'est pour cela que l'article L318-3 du Code de l'urbanisme permet un transfert des voies à la commune. Voilà ce que dit cet article. La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans les ensembles d'habitation et dans les zones d'activité ou commerciales peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune, sur le territoire de laquelle ces voies sont bien sûr situées.
la décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint par là même tous les droits réels et personnels existants sur les biens transférés. Cette décision de transfert est prise par délibération du conseil municipal, mais si un propriétaire, un des colotis est opposé à ce transfert, il faudra un arrêté du préfet. Donc s'il y a une unanimité des colotis pour que le transfert soit opéré, une délibération du conseil municipal suffit. Si un seul fait opposition, il faudra un arrêté du préfet. Le Conseil constitutionnel, dans une des premières QPC, 6 octobre 2010, a jugé que ce transfert de propriété sans indemnité ne porte pas atteinte au droit de propriété. C'est vrai que les propriétaires, les colotis, perdent un bien sans contrepartie financière. Cela étant, il y a une contrepartie quand même qui fait qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de propriété. C'est que dès lors que la voie du lotissement, les équipements communs sont transférés à la commune, c'est elle qui en a la charge. Donc c'est une contrepartie assez forte que de ne plus avoir à entretenir la voie. Pour que le transfert soit possible, il faut que la voie privée, à l'origine c'est une voie privée, soit ouverte à la circulation publique. Si les colotis ont marqué leur volonté que la voie ne soit pas ouverte à la circulation publique, ils ont voté des délibérations exigeant qu'il y ait un panneau interdisant la circulation, eh bien, l'absence d'ouverture à la circulation publique exclut le transfert d'office, le transfert possible dans le domaine public. Voilà dans les grandes lignes quelles sont les règles applicables au lotissement.